Nouvelle session de l'information sur Speedline TV. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal. Au sommet de cette édition, poursuivons sa stratégie de rapprochement avec les afrodescendants. Le gouvernement a nommé le cinéaste américain Spike Lee et son épouse Tonya Lewis Lee en tant qu'ambassadeurs thématiques auprès de la diaspora afrodescendante des États-Unis. Cette nomination s'inscrit dans une volonté de renouer les liens historiques, culturels et identitaires avec cette communauté à l'échelle mondiale. Pour marquer les festivités du 65e anniversaire de l'indépendance du Bénin, le chef de l'État, Patrice Talon, a convié 4 nations étrangères à participer au défilé militaire. Parmi elles, 2 appartiennent à l'Alliance des États du Sahel. Des citoyens béninois ont exprimé leur avis sur cette démarche diplomatique. Et puis, dans l'actualité internationale, une nouvelle session de négociation de paix s'est tenue à Istanbul ce mercredi. L'Ukraine et la Russie ont trouvé un accord sur un nouvel échange de prisonniers. La République du Bénin a franchi une étape significative dans son engagement à reconnecter les peuples afrodescendants à leurs racines en nommant les cinéastes de renom Tonya Lewis Lee et Spike Lee comme ambassadeurs thématiques auprès de la diaspora afrodescendante des États-Unis. Cette annonce a été officialisée par un communiqué du ministère des Affaires étrangères. Elle marque une étape majeure dans le renforcement des liens profonds qui unissent le Bénin à la diaspora africaine mondiale. Suivons. Le Bénin renforce son ancrage dans la reconnaissance des afrodescendants avec leur origine. Ce mercredi, le gouvernement a désigné Tonya Lewis Lee et Spike Lee comme ambassadeurs thématiques auprès de la diaspora vivant au pays de l'oncle Sam. Le couple, marié depuis le 2 octobre 1993 et parent de 2 enfants, incarne à travers cette nomination une volonté forte du Bénin de retisser les liens historiques, culturels et spirituels avec les descendants de la diaspora africaine. Selon le gouvernement, cette initiative traduit la volonté constante du pays de bâtir des ponts durables avec les fils qui se sont retrouvés de l'autre côté de l'océan. Tonya Lewis Lee et Spike Lee auront pour mission de jouer un rôle de liaison entre les peuples et les générations en promouvant le dialogue, la sensibilisation et les projets visant à renforcer la mémoire collective et l'identité culturelle. Le gouvernement béninois affirme ainsi son attachement à sa responsabilité historique, celle de renouer avec ses enfants de la diaspora en positionnant le Bénin comme une terre d'accueil, de mémoire et d'espoir. Cette annonce s'inscrit dans la droite ligne du lancement officiel de la plateforme numérique www.myafroorigins.bj, une plateforme qui permet désormais aux descendants africains d'accéder à la nationalité béninoise. Ces initiatives structurantes constituent une avancée majeure dans le processus de réparation et de guérison mémorielle de la traite transatlantique et d'ouverture de chemins de retour, tant spirituel que civique. Autre volet de l'actualité, le Bénin a convié 2 États membres de l'Alliance des États du Sahel à participer au défilé militaire marquant la célébration de 165e anniversaire d'indépendance le 1er août prochain. Suivons ici les impressions de quelques citoyens béninois rencontrés dans la ville de Cotonou. Il faut féliciter Patrice Talon d'avoir adressé des lettres d'invitation au pays de l'AES. Parce que l'AES, même s'ils font semblant d'être écartés du Bénin, ils ne sont pas écartés du Bénin. Parce que les peuples se fréquentent, les populations se fréquentent, les citoyens des pays de la CEDEAO se fréquentent. Bon, entre eux, ils n'ont qu'à s'arranger pour se comprendre entre eux. Chez nous, les populations africaines, on n'a pas de problème. Nous voyageons entre nous, nous faisons des affaires entre nous, nous commerçons entre nous. Donc il faut féliciter Talon d'adresser la main tendue au niveau des pays de l'AES. Notre pays, le Bénin, s'apprête à célébrer le 65e anniversaire de notre souveraineté, de notre indépendance à la souveraineté internationale. Le gouvernement a adressé une lettre d'invitation à 4 pays, dont 2
de la Confédération des États de l'AES. Et cette énième main tendue, je ne sais pas si de l'autre côté, les autres pays vont accepter ça favorablement pour venir parader aux côtés de nos forces de l'ordre. Je trouve que c'est intelligent dans la vie des hommes, des fois, de tendre la main d'amitié à ses soi-disant ennemis. Si le pays de l'AES accepte l'invitation de Parti Talon, c'est que ça va renforcer la coopération des États. Ça va renforcer le vivre ensemble entre Burkinabés et Béninois, entre Nigériens et Béninois, entre Maliens et Béninois, entre Africains et Béninois. Parce que, quoi que les gens disent, quoi que les gens fassent pour la reine, pour diviser les Africains sont indissociables, ils sont déjà unis. Les peuples béninois africains sont unis. On ne peut pas diviser les peuples africains. Ça là, aujourd'hui, ce n'est plus possible. Comme c'est le 10e 1er août du chef de l'État, et ce sont derniers. Et s'ils peuvent faire un geste à l'endroit des détenus politiques, des exilés politiques et des autres prisonniers de droit commun. Je crois que le président Talon, une fois encore, nous prouve qu'il est intelligent. Je souhaiterais que les États futurs qui vont venir fassent mieux confiance aux Béninois et fassent confiance à leur talent, à leurs compétences pour leur confier tous les secteurs de développement. Que ce soit les Béninois qui construisent le Bénin dans tous les secteurs. Deuxièmement, je souhaiterais que les institutions de la République de contre-pouvoir soient renforcées. C'est très important. J'ai remarqué que les institutions, là, vraiment, la façon dont ça fonctionne, ont besoin d'être renforcées. Peut-être pas un atelier, peut-être pas une assise, peut-être pas, je ne sais pas comment ça va se faire. Il faut réunir tout le monde pour que les institutions soient impartiales. C'est mon grand souhait pour le Bénin du futur, après les 105 ans que nous sommes en train de connaître et nous sommes en train de commémorer. Dans un autre chapitre, à présent, chaque jour, des millions de personnes consultent le horoscope, scrutent les mouvements des astres ou s'identifient à le signe du zodiaque pour mieux comprendre leur personnalité ou anticiper l'avenir. Mais peut-on réellement se fier à son signe astrologique? La réponse dans cet élément. Se fouiller sur son signe astrologique, c'est un truc très génial pour soi-même. Par exemple, quand tu te connais toi-même, tu connais déjà ton signe. Peut-être ton signe aime le couleur rouge. Voilà, tu portes de couleur blanc. Oui, on peut croire ça. Parce que bon, l'expérience que moi j'ai fait, je vois que tout ce qu'on dit dedans, c'était vrai. Bon, peut-être on dit que bon, il y a des jours qui ne sont pas bons, il y a des mauvais jours. Les signes astrologiques, pour moi, en fait, il n'y a pas la réalité, en fait. Donc, je pense que c'est du mythe, parce que ça dépend de ta personnalité, de comment tu veux vivre ta vie, en fait, de tes manières, de ta réaction. Bon, ça dépend de toi, en fait. Ça dépend de ce que tu penses de la vie. Pour vous dire vrai, pour les signes astrologiques, là, moi, je ne crois pas à ce genre de trucs. Parce que c'est des choses qui ont été instaurées par des hommes. Et l'homme ne peut pas diriger l'homme et nous aurons quelque chose de concret. Pour moi, je ne peux pas dire de ne pas croire à son signe zodiaque parce que chacun a sa foi, chacun fréquente une religion donnée. Moi, je suis un chrétien. C'est pas forcément les signes astrologiques qui agissent sur l'homme. Bien bon. Je ne dirais pas parce que moi je suis poisson, je vais réagir forcément comme on dit les signes astrologiques. Ça dépend aussi de l'éducation et de ma personnalité. Quand tu connais ton signe, tu sais déjà comment s'habituer, c'est la nature. De se connaître, c'est la nature. Tu sais, tu vas savoir comment se comporter envers tes prochains. Peut-être l'habit que tu portes, si ce n'est pas de ton couleur. Il y a des gens qui peuvent porter des multicolores, il y a des gens qui peuvent porter bleu ou rouge. Bon, ça dépend du signe géologique. On peut croire à Dieu, mais on peut croire encore aussi à son signe. En interactualité, en République démocratique du Congo, de violents affrontements opposent les combattants Wazalendo et les rebelles du M23 soutenus par l'armée rwandaise dans les territoires de Massissi au nord Kivu depuis 3 jours. Ces hostilités surviennent malgré la récente signature à Doha d'un accord de principe entre la RDC et les rebelles du M23
destinée à ouvrir la voie à la pacification de l'Est du pays, en proie à des conflits récurrents. Le reportage. Des détonations d'armes lourdes ont été entendues ce mercredi dans plusieurs villages du territoire de Massissi dans le nord Kivu. Des combats ont éclaté entre le M23 et les Wazalendo dans le secteur de Katoyi. Et fuyant les violences, les populations ont trouvé refuge dans les localités voisines. Des tirs ont aussi été entendus dans les villages de Katobotobo et Louk en groupement Niaboko. La ville de Massissi, située à environ 80 km à l'ouest de Goma, est le théâtre de combat depuis plusieurs semaines. Ces nouveaux affrontements interviennent en pleine discussion sur un probable cessez-le-feu. La déclaration de principe signée à Doha par le gouvernement congolais et les rebelles du M23 soutenus par le Rwanda a acté une cessation des combats. Mais sur le terrain, les affrontements se poursuivent au grand détriment des populations. Depuis le début de l'année, l'Est de la RDC connaît une escalade de la violence. Le pays compte déjà près de 7 millions de déplacés selon l'ONU. En Afrique du Sud, après des mois de désaccord, la Chambre basse du Parlement a adopté ce mercredi le texte de loi de finances. Ce projet de loi avait provoqué une impasse politique entre le parti au pouvoir, le Congrès national africain, et son principal partenaire de coalition. Le projet de loi de finances constitue la troisième partie importante du budget annuel et détermine les sommes allouées aux ministères et aux programmes nationaux. Suivons. La Chambre basse du Parlement sud-africain a adopté mercredi le dernier grand texte de loi sur le budget annuel. Les deux principaux partis de la coalition gouvernementale ont trouvé un terrain d'entente après des mois de désaccord. Le projet de loi de finances qui alloue des fonds aux ministères et aux différentes entités gouvernementales a été approuvé à la majorité par le Parlement national, qui compte 400 sièges selon le président de séance. Le budget de la plus grande économie d'Afrique a subi des retards et des révisions répétées cette année en raison de la lutte de pouvoir entre le Congrès national africain et l'Alliance démocratique au sein de la coalition gouvernementale. L'ADA, qui était jusqu'à l'année dernière le principal parti d'opposition, avait initialement refusé de soutenir le budget en raison d'une augmentation de la taxe sur la valeur ajoutée que l'ANC a finalement abandonnée après avoir échoué à obtenir le soutien nécessaire. La Centrafrique marque un pas décisif dans le processus électoral en cours. À 5 mois des élections générales de décembre prochain, l'Autorité nationale des élections a publié les listes électorales provisoires. Celles-ci sont affichées dans différents centres de vote à Bangui et dans certaines villes de Provence. Lancées en décembre 2024, les opérations d'enrôlement ont pris du retard à cause de problèmes techniques, financiers et sécuritaires. Le reportage. À 5 mois des élections générales, prévues en décembre 2025, l'Autorité nationale des élections publie les listes électorales provisoires en Centrafrique. Depuis le 19 et jusqu'au 28 juillet, les électeurs peuvent se rendre dans les centres d'affichage pour s'assurer d'avoir bien été inscrits et surtout vérifier que leurs informations sont correctes, sinon signaler les erreurs. Selon les chiffres de l'Autorité nationale des élections, sur les plus de 6 millions d'habitants que compte la Centrafrique, plus de 2 600 000 électeurs sont inscrits sur les listes. La récente campagne d'enrôlement a permis l'intégration de plus de 700 000 personnes à la base de données de l'institution. Après cette première étape, l'organe en charge des élections procédera à la confection des cartes d'électeurs, puis la convocation du corps électoral. Lancées en décembre 2024, les opérations d'enrôlement avaient pris du retard à cause de problèmes techniques, financiers et sécuritaires. Les élections générales, qui incluent les législatives et les présidentielles, sont prévues en décembre 2025. Les élections locales, qui avaient été reportées dans un premier temps, se dérouleront dans le même mois. Les délégations russes et ukrainiennes se sont rencontrées à nouveau ce mercredi en Turquie, troisième réunion en 3 mois, dans la perspective qui semble encore bien lointaine de mettre fin au conflit déclenché par l'assaut russe contre l'Ukraine en février 2022. Principal résultat de cette troisième session de négociation
Kiev et Moscou se sont mis d'accord sur un nouvel échange de prisonniers. Le reportage. Les délégations russes et ukrainiennes ont tenu un troisième cycle de pourparlers de paix ce mercredi soir à Istanbul, en Turquie. Une rencontre au cours de laquelle les deux parties ont convenu d'un nouvel échange de prisonniers, mais se sont opposés sur les conditions d'un cessez-le-feu et sur une éventuelle rencontre entre leurs présidents respectifs. À l'issue des discussions, le représentant ukrainien a déclaré aux journalistes que la Russie et l'Ukraine avaient convenu d'échanger 1200 prisonniers de guerre chacun. La Russie a rendu les corps de 7000 soldats ukrainiens tombés au combat et se dit prête à en rendre d'autres. Il a également précisé qu'une rencontre entre le président russe Vladimir Poutine et le président ukrainien Volodymyr Zelensky n'est pas envisagée tant que certains processus ne sont pas achevés. Dans son discours d'ouverture, le ministre turc des Affaires étrangères a exhorté les deux délégations à s'engager dans des négociations pour parvenir à un cessez-le-feu et mettre un terme à cette guerre. Pour rappel, les deux précédents cycles de négociations à Istanbul ont permis d'échanger des milliers de prisonniers de guerre et les corps de soldats tombés au combat. Ils n'ont cependant pas permis de progresser vers un cessez-le-feu. La Syrie va conclure 44 accords de coopération économique avec l'Arabie saoudite pour un montant estimé à près de 6 milliards de dollars. Cette annonce a été faite à l'occasion d'une conférence de presse tenue en marge d'un forum d'investissement syro-saoudien organisé à Damas en présence d'une importante délégation d'hommes d'affaires saoudiens. C'est après moi. Jeudi à Damas, à l'occasion du forum syro-saoudien, Riyad a dévoilé son plan de reconstruction de la Syrie. Un soutien massif appuyé par la présence à cette rencontre d'une délégation saoudienne de 150 représentants des secteurs publics et privés. Le ministre de l'Investissement a annoncé la signature de plusieurs accords dans différents domaines stratégiques, allant des infrastructures à l'industrie en passant par le tourisme. Au cours de ce forum, nous signerons 47 accords et protocoles d'accords pour une valeur totale estimée à environ 24 milliards de rials saoudiens. Ces investissements annoncés sont estimés à près de 6 milliards de dollars, un gros bol d'air pour le nouvel homme fort de Damas, qui en plus de lutter pour maintenir une relative accalmie, doit trouver des voies et moyens pour sortir son pays de l'impasse économique. Avant l'Arabie saoudite, c'est le président américain Donald Trump qui a signé lundi un décret levant les sanctions américaines contre ce pays. Et c'est ici se referme ce journal. Merci de nous avoir suivis. Suivez-nous en continu sur speedlinetv.bj/live et sur nos différents canaux digitaux Facebook et YouTube.